voudrais vous parler de l'épistémologie de l'histoire, des sciences historiques. Il y a deux façons de procéder, quelque part. L'une qui consiste à dire comment on en est arrivé là, donc expliquer la genèse d'un processus que l'on peut observer sous nos yeux, on peut constater. Ou alors l'autre approche qui est voilà ce qui devrait arriver. Voilà comment les choses devraient évoluer. C'est une façon de concevoir l'histoire d'un point de vue évolutif, d'un point de vue, je dirais même prophétique. Pour la vérité, moi je préfère la première version. Essayer de comprendre, à partir de ce que nous savons aujourd'hui, de ce que nous observons aujourd'hui, pas nous savons, parce que nous savons, ça veut dire aussi qu'on a pu lire des choses. Non, de ce qu'on observe aujourd'hui, essayer de comprendre d'où ça vient. Par exemple, il y a des juifs aujourd'hui, dans le monde, qui jouent un certain rôle. Ça, c'est un constat. Certains le nient d'ailleurs. Quand on parle de Marx, Freud, Einstein, ils disent « Ah non, c'est un hasard, c'est une circonstance, c'est fortuit. » Donc là, déjà, on peut nier les faits. C'est une forme de négationnisme, un nouveau type de négationnisme qui consiste à dire que les Juifs ne sont pas des gens spéciaux, qui n'ont pas un rôle spécial à jouer, etc. Et qui nie les faits, quelque part. C'est pas la même chose que de nier les chambres à gaz, mais enfin, c'est quand même dans un... Alors, on peut nier les choses négatives, qu'on n'a pas fait de tort aux Juifs, et on peut nier aussi les choses positives, à savoir que, oui, les Juifs sont arrivés à un certain niveau, se sont fait remarquer, mais c'est par hasard qu'ils sont Juifs. Ces gens-là qui ont fait ceci ou cela, ils sont Juifs, c'est par hasard. C'est pas significatif. C'est une forme d'antisémitisme aussi, quelque part. Et on a le droit de chercher dans le passé des éléments expliquant le présent, ce qu'on observe. Le passé étant toujours plus ou moins suspect. Parce que le passé, c'est ce qu'on en dit. Et ce qu'on en dit, c'est pas forcément ce qui s'est passé. Mais à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, de ce que nous observons aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent faire sens dans les textes anciens. Et c'est un peu ma démarche intellectuelle. Étudier ce que nous ne connaissons pas. Parce que le passé, quelque part, nous ne le connaissons pas. Quand on étudie, plus on met dans le passé, plus on est dans la caverne. On ne sait que ce qu'on nous en dit. Et plus on est dans le présent, plus on est dans la lumière, quelque part. Même s'il peut y avoir des grilles de lecture qui font qu'on voit les choses d'une manière ou d'une autre. Le rôle de l'historien, c'est d'expliquer comment on en est arrivé là. Voilà ma déontologie de l'historien. Alors, je vais donner un exemple à propos de Nostradamus et à propos de l'anglais. Prenons le cas de l'anglais, qui est plus facile à comprendre. On observe que la langue anglaise comporte un grand nombre de mots français. Ça, c'est observable. Et même que dans certaines revues scientifiques, intellectuelles, la proportion de mots français est colossale. Vous pouvez même donner un texte à quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais, qui connaît le français, vous demandez de souligner tous les mots qu'on retrouve en français, le texte, il est barré à toutes les lignes. Maintenant, comment on en est arrivé là? Il y a déjà un fait historique connu,
1066, qu'on va fêter dans quelques années, dans 25 ans, dans 35 ans, peu importe. Et c'est la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, Guillaume le Bâtard. C'est un fait. Et on sait qu'il y a eu une domination francophone, sinon française, en Angleterre. Et donc, il y a près de 2000 ans, il y a près de 1000 ans. Et il y a donc un lien entre cette occupation de l'Angleterre en 1066, depuis 1066, et la présence massive de mots français en anglais. Bon, bien entendu, ça n'épuise pas le problème, c'est pas exhaustif, mais c'est déjà intéressant, d'un point de vue méthodologique, de dire voilà, il y a un lien entre les deux. Autre exemple, Nostradamus. Il y a un quatrain qui parle du couronnement d'un roi à Chartres. Le seul couronnement qui a eu lieu à Chartres, c'est celui d'Henri IV. Parce qu'à l'époque, à Reims, on ne pouvait pas accéder. Même Charles VII est arrivé à se faire couronner à Reims, mais pas Henri IV. Alors, il y a un quatrain qui dit cela. Comment on peut expliquer ce quatrain? Comment expliquer que ce quatrain existe? Il existe, et on le retrouve encore dans les éditions actuelles des Centuries. Alors là, on peut dire tout simplement que ce quatrain, il a été, je ne crois pas au prophétique, il a été fait à l'époque du couronnement d'Henri IV, peut-être même quelques mois plus tôt, pour justement préparer les esprits à ce couronnement. Ou quelques mois plus tard, pour justifier ce couronnement. Alors certains diront, ah oui, mais attendez, c'est déjà écrit en 1568, dans les éditions à 10 centuries, chez Benoît Rigaud, etc., à Lyon. Donc, 25 ans plus tôt. Donc là, on aurait la preuve du prophétisme de Nostradamus. Sauf que, et ça, je ne vais pas revenir là-dessus, sauf que ces éditions sont des faux. Et que même les éditions de 1588, celles-là ne comportaient même pas la centurie en question. Elles ne comportaient que les 7 premières centuries. Alors ça donne, ah ben ça a disparu entre-temps, et puis ça a réapparu. Et même, donc finalement, alors c'est attesté effectivement en 1594 par Jean-Aimé de Chavigny dans le Janus Gallicus, la première phase du Janus François, où il commente les 10 éditions, les 10 centuries. Pas forcément ce quatrain, mais les 10 centuries. Donc c'est à peu près entre 1590 et 1593 que ce quatrain a été élaboré, et on ne connaît pas très bien la genèse des 3 dernières centuries. On ne connaît que lorsque ces centuries sont achevées. Alors que pour les 7 premières centuries, on connaît plusieurs étapes successives. Des quatrains qui ont été ajoutés. Notamment, un quatrain de la 4e centurie qui parle de Tours et qui menace Tours de la ruine. Et ce quatrain, il ne figure pas dans l'édition 1588, mais il figure dans les éditions suivantes. Donc on peut penser qu'il a été élaboré à ce moment-là, lorsque, à la suite de la journée des barricades, Henri III est allé s'installer à Tours, à côté de Tours.
C'est comme ça qu'on peut faire l'histoire. Donc effectivement, comment on en est arrivé là, ben, dans certains cas, on est arrivé là parce que tout simplement les choses se sont passées à ce moment-là et que les explications comme quoi c'était déjà annoncé plus tôt sont discutables. Autre exemple, évidemment, dans les évangiles. Qu'est-ce qu'on sait sur Jésus? La seule chose qu'on sache sur Jésus, on écoute à entendre certains chrétiens, c'est que ça avait été annoncé. Alors ça, c'est une belle démonstration. Donc là, on n'est même pas dans le constat en soi. On ne dit pas ça existait, on a dit ça existait puisque ça a été annoncé. Bon, vous voyez ce qu'on peut dire comme ça. Et même dans le credo actuel que récitent les chrétiens ou les catholiques, ils disent conformément aux Écritures. Bon, donc finalement, c'est d'ailleurs la thèse de Michel Onfray, que là je trouve intéressante. C'est un personnage qui n'existe que parce qu'il se conforme, ou parce qu'on dit qu'il s'est conformé à ce qui avait été annoncé. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette direction, sauf dans le cas de l'astrologie elle-même. Parce que ce qui est intéressant, alors c'est un peu plus compliqué, c'est que nous avons une société qui est organisée de manière structurelle, avec des empires et puis des nations, par exemple. Et on reviendra dans une autre vidéo là-dessus. Est-ce que ça correspond à une structure fondamentale très ancienne de la société? Voilà, on restera là-dessus. Et est-ce que c'est attesté au niveau astrologique?